Je vais passer la parole à Sébastien Bloch, qui lui a choisi de prendre une sorte de cheval de bataille qui est la marche à toutes les étapes du soin. Est-il devenu fou? Pouvons-nous marcher après une anesthésie générale? Tout ça paraît assez hallucinant. Sébastien, éclaire-nous. Eh bien, merci Frédéric. Je vais essayer d'éclairer tout le monde effectivement sur la déambulation à tous les temps. Alors, c'est probablement un sujet que j'apprécie énormément parce que je fais beaucoup d'orthopédie, parce que la déambulation est parfois limitée en orthopédie et qu'on est obligé d'y penser vraiment peut-être encore plus précisément que pour d'autres chirurgies. La première chose, je voudrais remercier la vie de Carabin parce que je suis toujours en train de piquer ses illustrations. Donc voilà, je suis désolé, à chaque fois que je les prends, je les modifie, mais vraiment merci beaucoup. Le premier point, en tout cas, de cette déambulation vers le bloc opératoire, comme on le verra, ou alors dans le bloc opératoire ou en sortant du bloc opératoire, la première chose, et c'est ce que on dit tout à l'heure les deux orateurs précédents, c'est que ce sont des principes, ce sont probablement des indicateurs, mais en aucun cas, ça veut dire que lorsque vous avez mis en place ce point précis, vous faites de la RAC ou de l'ambulatoire. Ça, c'est surtout, je vous dis encore, une sensibilité d'anesthésiste impliqué en orthopédie, parce qu'on a beaucoup de choses en ce moment qui se font sur l'orthopédie et la déambulation très précoce. Mais ce n'est pas parce que les patients marchent, ce n'est pas simplement parce qu'on les fait marcher qu'on fait vraiment de la RAC ou qu'on optimise nos patients, nos parcours. Comme l'a dit Thomas, il y a des choses qu'il faut faire avant. Comme l'a dit Nathalie, il y a des choses à faire aussi en amont et au cours de ce parcours. Donc l'ambulatoire également, ou même la RAC, eh ben, c'est différents principes, dont ce principe va peut-être un petit peu éclairer ou rendre plus actif votre parcours, ou le rendre encore plus court ou encore plus facile à mettre en place. Première chose, comme on peut le voir sur cette image, c'est que déjà, on va avoir une réflexion sur la dignité de nos patients dès qu'on va mettre nos patients debout, que ce soit pour aller au bloc opératoire ou pour sortir du bloc opératoire. Pour aller au bloc opératoire, la dignité, elle est maintenant de plus en plus respectée, c'est pas très compliqué. L'effet salaire, c'est terminé, je crois, dans beaucoup d'établissements. En revanche, il va falloir avoir cette même réflexion, comme on le verra, pour sortir nos patients du bloc opératoire. Et là, il faut les rhabiller. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Donc là encore, de mettre en place ces principes, et ben, ça va nous faire réfléchir sur un système organisationnel où il va falloir repenser, et bien là, parce que c'est vraiment que l'organisation, là, les modalités d'habillement de nos patients. Alors, il y a une chose, et je pense que Frédéric va nous poser la question, c'est OK, le patient debout, mais où en est-on à l'heure actuelle? Déjà, il y a une première partie qui est le patient debout au bloc opératoire. On a l'impression que c'est un grand principe à mettre en place. Et vous voyez, on a même eu des modélisations, ou en tout cas des règles qui nous ont été proposées par l'ANAP pour mettre en œuvre cette démarche de patient debout au bloc opératoire. Et quand on regarde la définition du patient debout au bloc opératoire, eh ben, c'est le patient qui marche jusqu'au bloc opératoire. Et là, c'est difficile de considérer qu'un patient qui est arrivé à pied jusque dans l'établissement, il ne soit pas capable d'aller à pied jusqu'au bloc opératoire. Donc ce principe, même si on peut le considérer complètement peu intéressant ou peu difficile à mettre en place, pourtant, dans la plupart de nos établissements, eh bien, on va voir que certains sont passés complètement sur le patient marche et certains sont encore sur des patients qui ne marchent pas forcément jusqu'au bloc opératoire. Point important, si vous le souhaitez, c'est que le COP, Frédéric tout à l'heure a introduit le comité d'optimisation parcours patient. Il y a un beau travail qui a été fait par Michel Fiani, qui a fait une fiche justement sur l'implémentation de ce transfert debout au bloc opératoire et qui remet en avant justement les modalités de réalisation, l'équipement, ou en tout cas les tenues à proposer à nos patients, la dignité qui va être augmentée pour nos patients. Si on regarde maintenant ce qu'il en est du patient debout vers le bloc opératoire, c'est quelque chose qui est largement validé et c'est difficile de se dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a encore des établissements dans lesquels ça ne se fasse pas. Et ça va exactement dans ce que disait Thomas tout à l'heure, qui sont ces grands principes de réorganisation, aussi bien de nos principes, mais aussi architecturales. C'est que quand on le fait, effectivement, et c'est ce qui vous a bien montré, il va falloir avoir des salons, il va falloir des zones tampons où les patients vont pouvoir se changer, vont pouvoir se déplacer, vont pouvoir attendre au bloc opératoire. Donc ça se fait avec une réflexion architecturale, pas forcément avec un changement complet de l'architecture, mais ça se fait avec une réflexion sur les modalités de transfert et d'attente. Quand on reprend un petit peu ce qu'il en est à l'heure actuelle, eh bien, on voit que la littérature, elle est ancienne, puisque les premiers papiers, c'est des papiers anglophones, ce n'était pas du tout fait en France, et c'était des papiers qui sont apparus dans les années 2000. Ça fait maintenant 20 ans que déjà, et beaucoup en orthopédie, eh bien, des auteurs se sont intéressés à cette déambulation pour le bloc opératoire et ont montré l'augmentation de la satisfaction des patients, ont montré qu'on avait un choix préférentiel par le patient de cette modalité, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'imposer. Les patients qui décident d'y aller autrement qu'en marchant peuvent y aller en fauteuil, là encore, il n'y a pas de dogme ou de choix imposé.
Il y a même des papiers qui ont montré que pour une chirurgie, et moi je me souviens d'un établissement dans lequel j'ai travaillé, on a essayé de le mettre en place pour une chirurgie qui est la chirurgie du rachis. Eh bien, ces patients qui sont des patients douloureux sont parfois plus contents d'y aller en se déplaçant et en déambulant qu'allongés parce qu'ils sont plus confortables en déambulant que marchant. Donc, c'est vraiment le choix du patient. Ce que ça implique un changement de pratique, mais un changement de pratique qui maintenant doit avoir eu lieu et qui n'est même plus un problème, c'est la prémédication. Mais il y a un très beau papier que tout le monde connaît d'Axel Maurice-Zambusky qui a bien montré que ça n'avait aucun intérêt, aucune valeur ajoutée. Donc, on est vraiment sur ces nouveaux principes. Plus de prémédication. Si on demande au patient, ce sera un choix préférentiel, ça augmente sa satisfaction, ça diminue également son anxiété et ça augmente sa dignité. Et comme le proposait Michel Fiani, on peut transférer un patient avec des prothèses dentaires, avec des prothèses pas oculaires, mais en tout cas avec ses lunettes, enfin avec des dispositifs qu'il faudra simplement penser à garder, ranger une fois que le patient est au bloc opératoire, mais ça permet vraiment d'augmenter la dignité des gens. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde la littérature, comme je vous disais, il y a eu vraiment une grosse littérature dans les années 2000, et puis il y a eu un sursaut en 2015 au congrès de l'ASFAR avec beaucoup de papiers et beaucoup d'abstracts à ce sujet, qui étaient beaucoup, et ça va en rapport avec cette dignité peut-être, mais il y avait une grosse littérature qui venait des centres de cancérologie, avec des gens qui ont probablement l'habitude d'aller au bloc opératoire et à qui on essayait de diminuer l'anxiété et puis maintenir cette dignité dont je vous parlais. L'impact que ça va avoir, et là aussi Thomas vous en a beaucoup parlé, c'est que ça va avoir un impact énorme sur l'activité des personnels impliqués sur ces transferts vers le bloc opératoire. Ça va augmenter la fluidité, ça va diminuer les temps d'attente, ça va diminuer les retards au bloc opératoire, et c'est vraiment dans ce grand principe d'innovation. Donc ça, le patient debout pour y aller, là je vous en parle, mais là encore, je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait tous y être. Il n'y a même plus de problématique sur la mise en place, comme pour le J0, de ce principe. Le gros principe, maintenant, ça va être la mise en place de cette déambulation au sein du bloc opératoire et à la sortie du bloc opératoire. Et on sent bien que c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand on regarde, là je vous ai mis, c'est encore de l'orthopédie, un programme de réhabilitation, on voit bien que dans ce programme de réhabilitation, un des points importants, là je vous dis encore, c'est des indicateurs, c'est des principes importants qui doivent être associés. En aucun cas, un est supérieur à l'autre. Mais en tout cas, on retrouve cette mobilisation précoce, et on sait que cette mobilisation précoce va avoir un impact important sur l'outcome des patients. On sait vraiment en chirurgie majeure, et on sait bien que sur la chirurgie pulmonaire, on le sait aussi un petit peu sur la chirurgie orthopédique, et la chirurgie digestive aussi, on sait que cette déambulation précoce va être importante. Et pourquoi ne pas la faire au bloc opératoire, alors qu'on a un plateau technique avec l'ensemble des acteurs qui sont aptes pour pouvoir débuter cette mobilisation, pour pouvoir augmenter l'autonomie des patients très précocement dès la sortie du bloc opératoire, et permettant également d'augmenter la confiance qu'ils vont avoir à déambuler. Alors ceux qui sont très impliqués là-dedans, et on a eu cette discussion, il y avait Nathalie avec moi sur une session du matin sur les principes de réhabilitation, il y a Laurent Zell qui avait fait un très beau travail, en tout cas une très belle présentation, sur l'impact que pouvait avoir sur la chirurgie pulmonaire la déambulation au bloc opératoire. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait une notion de sélection dans ce principe. Alors on pourra en reparler, je pense que Frédéric avait justement, qui n'était pas présent du tout sur le plateau, mais était intervenu en posant une question à Laurent, pour savoir s'il fallait s'arrêter sur des chirurgies lourdes, ou s'il ne fallait pas, lorsqu'on l'avait mis en place, le décliner pour l'ensemble des patients. Alors, Laurent et Frédéric n'étaient pas d'accord, on pourra discuter un petit peu avec Frédéric sur la nécessité de sélectionner et débuter un petit peu la réhabilitation en salle de réveil, ou de se dire qu'en fait, maintenant le transfert doit être différent et qu'on doit privilégier ces transferts sans sélection des patients vers le bloc opératoire, dans le bloc opératoire, en dehors du bloc opératoire, debout, même si ça génère, comme vous disait Thomas, des modifications d'organisation. Dans le bloc opératoire, ça peut générer des grands changements d'organisation, de vérification par le personnel, des portes fermées entre deux blocs. Enfin, ça génère une nouvelle façon d'apprécier le transfert au bloc opératoire, mais qu'est-ce qu'on nous demande, puisqu'on nous demande d'augmenter un petit peu l'empathie et la relation avec les patients. Donc ça, c'est un élément important et intéressant. Il y a peu de littérature à ce sujet. Il y a beaucoup de littérature sur une réhabilitation très précoce, mais qui va se passer souvent dès la sortie, après la sortie. Et là, il y a deux papiers deux études qui sont en cours de réalisation, qui sont pour le moment dans Clinical Trial, où les auteurs vont s'intéresser justement sur l'outcome à cette déambulation dès la période post-opératoire, donc dès la sortie
du bloc opératoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça montre encore que cet élément organisationnel va avoir à modifier vraiment notre pratique en tant qu'anesthésiste et va probablement la vivifier ou l'optimiser. Parce que là, vous avez des patients qui vont avoir des chirurgies qui sont plutôt des chirurgies majeures, néphrectomie, gastrectomie, qui auront des péridurales. Et donc, si jamais on arrive à le faire dans ce cadre-là, et si on montre que ça a un effet important, intéressant sur les outcomes, sur la réhabilitation, eh bien, ça veut dire que pour toutes les chirurgies, on devrait le mettre en place et pouvoir l'organiser. Donc, ça veut dire qu'il faudra déjà avoir organisé le J0, il faudra déjà avoir organisé le transfert au bloc opératoire à pied pour pouvoir organiser et que le patient soit sensibilisé à cette sortie à J0 du bloc opératoire à pied. Et cet élément, et donc, c'est ce que disait tout à l'heure Thomas, c'est qu'en fait, chaque nouveauté qu'on va mettre en place, chaque innovation qu'on va mettre en place, ça va être un élément qui va permettre de provoquer le changement de la réhabilitation. On parle beaucoup d'ambulatoire réhabilitation. Laurent, qui aura la parole juste après, il a cette notion, ce qu'a montré tout à fait aussi Thomas juste avant, c'est que c'est plutôt des notions de parcours. En fait, les gens rentrent dans un tuyau qui est le tuyau du je vais aller au bloc opératoire. Eh bien, si jamais on met ces éléments il arrive le jour même, si on met ces éléments il va tout faire à pied, eh bien, on est obligé de provoquer des changements qui vont être des changements de notre technique. C'est-à-dire que dès qu'on se dit que le patient doit sortir à pied, eh bien, forcément, ça va avoir un changement sur les types d'anesthésie qu'on va choisir, les types d'analgésie qu'on va choisir. Donc, moi, je vous en parle en tant qu'anesthésiste qui aime beaucoup l'orthopédie. Et là, je vous mets deux images avec deux patients pris en charge. L'un assis, qui était une prothèse totale de hanche, l'autre debout, qui était une prothèse totale de genou. C'est deux patients du docteur Le Sachet, chez qui on a pu augmenter l'autonomie et la confiance des patients, simplement parce que ces patients sont sortis du bloc opératoire à pied. Et sortir du bloc opératoire à pied, pour nous, on s'est rendu compte que ça veut dire une chose très simple, c'est que quand le patient rentre dans sa chambre, eh ben, comme il a déjà marché, l'étape d'après, c'est qu'il va s'habiller. Et qu'en fait, on provoque le changement, on ne provoque pas l'accélération, mais en tout cas l'optimisation de la prise en charge du patient, l'autonomie du patient qui se dit si je marche, je peux m'habiller, l'augmentation de la confiance du patient qui se dit si je marche, je peux m'habiller, je peux sortir. Donc c'est vraiment un élément organisationnel qui ne va pas révolutionner le parcours, simplement qui va pouvoir déclencher l'étape suivante. Et ce qu'il va falloir trouver à chaque fois, c'est l'élément qui est l'élément déclencheur pour l'étape d'après, pour que l'étape d'après, on puisse y accéder le plus rapidement possible. Rapidement étant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le plus simplement plutôt possible. Donc pour en finir avec le patient debout, c'est vraiment la référence et c'est difficile de considérer qu'à l'heure actuelle, il y ait des patients qui puissent arriver, alors qu'ils sont arrivés dans un établissement à pied, qui puissent arriver en brancard ou autrement qu'en fauteuil au minimum devant une salle d'intervention. C'est un parcours qui, à mon avis, et ça, Laurent Z l'a bien montré sur ce qu'il nous a proposé ce matin, et puis sur cette revue qui était, c'est cet article qui était paru dans un journal sur le parcours adapté, même à la sortie du bloc opératoire pour les chirurgies majeures. Même si c'est difficile de pouvoir le quantifier, on sent bien qu'il y a une augmentation et une amélioration de l'autonomie de la satisfaction du patient, comme celle de venir à pied, celle de sortir, ça augmente cette satisfaction. Nous, on pourra vous donner notre expérience, mais les patients sont contents de montrer aux chirurgiens qu'ils savent marcher après une chirurgie en salle de réveil. Ils ont l'impression que voilà, ils ont fait, le chirurgien a fait un effort, il fait un effort supplémentaire, c'est d'utiliser ce qu'on lui a mis. Ce que ça demande encore, c'est vraiment l'organisation, comme qu'on vous l'a montré avant, organisation, information, que les patients soient au courant ce mode organisationnel et l'éducation. Voilà ce que j'avais à vous dire sur comment faut-il marcher, dedans, vers, pourquoi, au bloc. Merci Sébastien pour cette présentation qui est extrêmement claire sur quelque chose qui est une véritable rupture, je pense, dans le parcours habituel, dans le parcours qu'on a pu connaître tous il y a 5-10 ans, avec ces patients maintenant qui déambulent. Alors je commence à avoir des questions sur la sélection des patients en RAC, sélection des patients en marche, on y répondra après. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se posent la question, est-ce qu'on sélectionne les patients pour la coordination et est-ce qu'on les sélectionne pour la marche ?